Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louis-Philippe Noël. Il a voulu bien partager avec nous son expérience en tant que créateur d'entreprise. Mais la petite anecdote, j'ai eu à travailler pour lui lorsque je suis arrivé au Canada en 2015 et j'ai beaucoup appris parce qu'il faut savoir que quand on est immigrant et qu'on arrive dans un nouveau pays tel que le Canada, il y a ce qu'on appelle le choc culturel, le savoir-faire canadien que nous n'avons pas. Et ça prend quand même de se former et de s'imprégner de la société d'accueil pour pouvoir bien s'intégrer. Alors, sans plus tarder, bonjour Louis-Philippe Noël. Bonjour Stéphane. Ça fait plaisir, hein? Oui. La dernière fois, c'était lors de le petit tour d'avion, là. Et sinon, en dehors de ça, on s'est pu rencontrer dans un milieu professionnel, là. Je pense que ça fait quelques années, effectivement, que Tout à moi fait. j'ai vendu l'entreprise, donc j'y étais plus. Puis toi, tu es parti de ton côté avec tes nouveaux projets. Tout à fait, tout Donc, à fait, tout à fait. content de te revoir. Ça me fait plaisir. Mais le film Noël, en fait, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est parce que, en tant qu'immigrant, en tant qu'un de tes ex-employés, j'ai beaucoup appris du savoir-faire québécois et je voulais partager à travers ma chaîne ce savoir-faire que certains immigrants n'ont pas quand ils arrivent, ou peut-être ceux qui veulent créer une entreprise. Et je pense que tu as assez d'expérience dans le domaine pour pouvoir nous les partager. Et donc, sans plus tarder, qui est Louis-Philippe Noël? Qui je suis? Je suis un Québécois pur laine. J'ai grandi à Cap-Rouge, en banlieue de Québec. Ensuite, j'ai étudié mes premières études au collège. J'ai été à un collège anglophone où j'ai fait une technique en administration marketing pour ensuite faire un diplôme de droit à l'Université Laval, là, mais à temps très partiel. Mes autres formations que j'ai eues sont arrivées dans le cadre du travail. J'ai eu la chance d'être choisi par le gouvernement québécois avec d'autres entrepreneurs technologiques pour avoir une formation du MIT à Boston. OK. Ça a été une superbe formation. Et ensuite, je suis aussi allé à l'école entrepreneurship de Beauce, le programme de 2 ans qui a été très bénéfique aussi. OK. Donc, ça résume un peu mon parcours professionnel, OK. académique plutôt. Du côté professionnel, j'ai commencé à travailler dans un magasin d'électronique initialement qui plus tard évolué en magasin d'informatique. J'ai toujours été passionné par les technologies. Donc, j'y ai pris goût. J'étais un des vendeurs, je suis tombé un gérant, j'ai évolué là-dedans pour finalement me retrouver chez un de nos clients, une entreprise en haute technologie, où on était les premiers, les leaders mondiaux à fabriquer le mélange entre une télévision et un ordinateur. OK. On parle des débuts des années 2000. C'était super intéressant, j'ai bien aimé. Nos premiers clients étaient des hôtels. Donc, d'où ce qui m'a amené un peu à partir ma propre entreprise, Tout à fait. InVue, Tout à fait. que j'ai parti à l'âge de 24 ans. Donc, InVue a été un peu le résumé de tout ce que j'avais fait, mais qui surtout a été un apprentissage incroyable, là, où j'en ai appris beaucoup. Justement, c'est ce qui me poussait justement à aller vers la deuxième question. En quelle année vous avez créé InVue et pourquoi? J'ai fondé InVue en 2004, 21 juillet 2004 exactement, c'est la journée où je l'ai incorporé. J'ai incorporé moi-même sur le site web internet du gouvernement. Okay. On pourrait dire qu'informellement, je l'ai parti en novembre 2003. J'ai démissionné de mon travail en novembre 2003 et lorsque je suis allé voir le président, je lui ai dit que je pensais peut-être quitter. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, moi, j'avais le but, j'avais la passion d'être à mon compte. J'avais un peu l'objectif d'être à mon compte à l'âge de 25 ans. Donc, il m'a demandé si j'avais un projet en tête. J'ai dit non, moi, je veux me partir en affaires, puis je veux me trouver. Alors, il m'a dit qu'il y avait un projet à me proposer. Le projet s'avérait être InVue, mais il m'a proposé un peu des grandes lignes, des grandes idées. Donc, à partir de novembre jusqu'à l'été, j'ai fait un peu une étude de marché où j'ai analysé différentes opportunités. Et quand j'ai trouvé le bon produit du bon fournisseur, du moins ce que je pensais, là, je me suis dit, c'est beau, c'est ce que ça prend. J'ai incorporé l'entreprise
Et si on est à l'été, au mois de juillet, là, je suis tombé à temps plein. Je me suis trouvé, j'ai loué l'appartement à côté de chez nous, qui sont devenus les bureaux. Et c'est là que officiellement, j'ai commencé les Ah, opérations. super, super. Et une fois qu'InVue a été créée, a été lancée en 2004, mais qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer de vos compétiteurs sur le marché? La niche dans laquelle on a parti dans les débuts, InVue à la base, tu l'as connu plus vers la fin, on était vraiment, à la fin, InVue était une plateforme de services hôteliers. Okay. Donc, on offrait plusieurs services aux hôtels, c'est-à-dire on gérait la télévision, on fait de l'information sur demande et on peut acheter des produits et services, on a l'application mobile. Mais à la base, en 2004, c'était principalement des films à la carte. Donc, les hôtels avaient le droit d'avoir les films 3 mois avec le vidéo. Il y avait une fenêtre spéciale créée pour les hôtels et les avions. Puis, il y avait quand même des revenus intéressants à y faire. C'était avant les Netflix, avant les YouTube. Qu'est-ce que nous, InVue, on a trouvé comme niche pour se démarquer? Un mélange de deux choses. Les petits et moyens hôtels n'étaient pas servis par la compétition. Il y avait 2 joueurs majeurs. Il y a une raison pourquoi ils ne se desservaient pas les petits hôtels, c'est parce que c'était pas payant. Donc, ça a été un premier défi, être payant avec les petits moyens hôtels. Mais aussi, au Québec, il y avait nos compétiteurs avaient peu de contenu ou pas de contenu francophone. Okay. Donc, ça donnait une occasion de partir, d'avoir des premiers clients pour se faire des marques, de faire un peu une référence au Québec, d'arriver avec du contenu francophone et d'arriver avec les plus petits hôtels. Mais les petits hôtels qui sont des hôtels très haut de gamme qui avaient besoin de ce service-là. Donc, c'est ce qui nous a permis de partir. Ah, super, super. Et je voudrais savoir, au niveau de l'aspect administratif, c'est cette question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, immigrants. Qu'est-ce que ça prend dans tout ce qui est des paperasseries administratives pour pouvoir créer son entreprise? Ça peut être très simple, ça peut être très compliqué. L'important, c'est de focusser sur les bonnes choses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut tout faire soi-même. Exemple, incorporer une entreprise, on peut le faire soi-même. Et ma recommandation à ce sujet, c'est les sites web des gouvernements. Le gouvernement canadien, le gouvernement québécois ont énormément d'informations sur le site web, comment créer une entreprise. Parce que la créer, c'est une chose, mais avant de la créer, c'est bon de passer un peu de temps à s'assurer que est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça va marcher, Donc, le gouvernement va même donner beaucoup de conseils, des plans d'affaires vont aider à ce niveau-là. Et quand c'est le temps de la mettre en place, c'est très simple, ça se fait en ligne automatiquement, c'est ce qu'il y a de moins cher. Oui, des avocats peuvent aider, mais un avocat va charger plus cher, va le faire automatiquement. C'est sûr que le travail d'un avocat, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessaire. Moi, j'ai incorporé toutes mes entreprises moi-même. En temps et lieu, j'ai fait affaire des avocats pour certains besoins précis qui sont nécessaires. Même chose avec la comptabilité. Il y a différents besoins comptables. Ben, dans les débuts, si l'entrepreneur n'est pas capable de comprendre que les revenus moins les dépenses, ça égale le profit, ben c'est pas la meilleure personne pour s'en affaire. Fait qu'il faut comprendre un peu la base un peu de tout ça. Donc, mon truc, c'est les ressources qui sont disponibles. Okay. Faut pas gêner non plus de demander de l'aide. On parle d'incorporer, mais il y a plusieurs types d'incorporation. Okay. Donc, lequel est le plus avantageux? Je pense que oui, on peut demander la question à un comptable, mais ça vaut la peine de faire l'effort de se renseigner, de s'éduquer à ce niveau-là. En tant qu'entrepreneur, il faut en connaître un petit peu sur énormément de sujets. OK. Justement, selon ton expérience, quel est l'avantage d'incorporer son entreprise? L'avantage légalement d'incorporer une entreprise, oui, c'est qu'on n'est pas responsable. En tant qu'actionnaire, l'actionnaire n'est pas responsable de l'entreprise. Okay. C'est théorique parce qu'en pratique, toutes les banques, tous les partenaires vont te demander d'endosser personnellement. Fait que c'est pas tant un avantage. Ça permet d'avoir plus facilement des associés. Si l'entreprise est pour grossir, si moindrement on est pour avoir, je dirais, au-dessus de 25 à 50 000 de revenus, ça vaut la peine de l'incorporer pour vraiment se dissocier. L'entreprise devient une personnalité distincte. Si on est plus travailleur autonome, si notre entreprise est une extension de nous, de ce qu'on fait, ben là, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une incorporation. Exactement. OK. Super. Alors, Louis-Philippe, quels sont vos conseils pour un immigrant qui veut créer une entreprise au Québec? Moi, je suis un immigrant.
je veux créer, j'ai lancé une chaîne YouTube Immigration Entrepreneuriat. Et pour l'instant, légalement, je ne l'ai pas encore déclarée. Je veux la créer. Mais quels sont les conseils que tu me donnes? Je vais répondre à deux niveaux. OK. Le premier niveau, c'est quels sont les conseils que je donne à quelqu'un qui veut partir en entreprise. Puis ensuite, on adaptera une entreprise au Québec et même un immigrant au Québec, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout à fait. Je pose toujours 3 questions à quelqu'un qui veut partir en entreprise. Parce que c'est bien beau avoir des idées. La valeur d'une entreprise ne réside pas dans l'idée, mais vraiment dans l'exécution. Premier conseil, ayez pas peur de partager votre idée avec tout le monde. Se faire voler une idée, ça vaut rien. C'est pas. Puis le meilleur exemple. On entend beaucoup d'entrepreneurs le dire que je partage pas, j'ai peur qu'on vole mon idée. Et pourtant, l'idée. Puis l'exemple que je donne, je vais t'en donner une bonne idée. Fais un Facebook, mais avec une meilleure expérience client. Puis va chercher plus de clients. C'est très facile. Mais c'est pratiquement impossible à mettre en place. On peut pas. C'est pas l'idée qui est importante. Puis on peut pas nécessairement avoir peur de se faire voler ses idées. Moi, les questions que je vais poser, premièrement, c'est d'où va venir les ventes, la source de revenus. Pour qu'une entreprise survive, elle a absolument besoin de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre et qui va faire les ventes et comment ça va vendre? Est-ce que c'est réaliste? Donc, c'est une question qui est primordiale à répondre. Ensuite, la question, l'idée, c'est est-ce que ça existe déjà? Si oui, comment différent ou mieux ça va être? Et sinon, pourquoi? Quand on a une idée que personne n'a jamais faite et qui n'existe pas, on est soit vraiment, vraiment, vraiment intelligent ou vraiment, vraiment stupide. On est souvent plus stupide qu'intelligent, mais un bon exemple d'entreprise, c'est en Afrique, voici ce que j'ai vu qui se fait au Congo. Je vais l'appliquer ici au Québec parce que personne ne le fait. Donc, pourquoi ça marcherait au Québec? Bien, personne ne le fait au Québec, mais c'est fait ailleurs. Donc, l'adapter, ça peut être une bonne idée. C'est sûr qu'au Québec, on a de la neige, puis il y a certains pays qu'on n'a pas. Il faut tenir cette réalité-là. Mais se poser la question, pourquoi? Est-ce que ça existe ou pas? Et pourquoi? Puis ensuite, la dernière question, c'est pourquoi toi? Donc, pourquoi toi, tu aurais du succès à lancer cette entreprise-là versus moi ou versus quelqu'un d'autre? Donc, exemple, tu veux partir, tu as ta chaîne YouTube, tu veux en faire une entreprise. Oui. Bien, tu as un avantage, ça fait quelques années, quelques temps que tu fais des vidéos, tu as une pratique, tu as une expertise, tu as déjà un avantage, tu ne pars pas de zéro. Moi, si je me lance une entreprise en technologie, ou je prends l'exemple, quand j'ai parti mon entreprise InVue, bien, ça faisait 2 ans que je travaillais pour une entreprise haute technologie qui fabriquait des télés pour l'hôtellerie. Donc, je ne suis pas un expert, mais j'ai une bonne connaissance. Je pars un peu avec une longueur d'avance. Si demain matin, quelqu'un qui est habitué de faire des crèmes glacées se lance une entreprise de haute technologie, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir, mais c'est bon d'être conscient des défis et des faiblesses. Fait que ça, c'est les 3 questions que je pose. Pourquoi se partir en entreprise? Quels conseils partir en entreprise? Avoir ces réponses-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Bien, qu'est-ce qu'il y a de différent au Québec? Il y a des forces et il y a des faiblesses. Moi, je pourrais dire que l'hiver est une faiblesse, mais c'est une force dans certains cas. On a, dans la ville de Québec et dans la province, même au Canada, on a une très, très grande force de technologie. Il y a possibilité, on a des institutions de recherche qui sont exceptionnelles. Il y a possibilité de prendre des licences de ces technologies-là, d'aller faire des ententes avec des chercheurs. Les chercheurs ne sont pas tout le temps des gens qui ont les aptitudes à commercialiser. Tout à fait. Donc, il y a possibilité de faire une entente avec eux, c'est une option. Et quels sont les avantages du Québec? On est bien centré au niveau de l'Amérique. On a une porte vers les États-Unis. On est bilingue. Donc, il y a plusieurs avantages qu'on peut mettre ensemble. Qu'est-ce qu'un Africain peut amener comme entreprise? Bien, c'est bien de regarder quelles sont l'expertise que l'individu va avoir ou le réseau de contacts en Afrique qu'il peut avoir, comment ça peut bénéficier. Il y a souvent la langue, le français, qui peut être commun avec certains pays. Donc, ça peut être de dire, bien, OK, on est capable, moi, je peux faire travailler en Afrique certaines ressources qui peuvent, avec l'Internet aujourd'hui, là, tout est virtuel. Tout à fait. Donc, tout à fait. c'est de se poser la question, de dire où sont les forces, où sont les faiblesses, quelle opportunité il peut y avoir, comment on peut y arriver. Tout à fait. Je vais quand même te poser une question qui me tient à cœur, là. Elle est personnelle. Je remarque que très souvent dans la communauté africaine ou noire, lorsqu'on se lance en restauration, les mets sont toujours culturels. Et donc, je me pose la question, est-ce que
le public visé ne peut pas être un obstacle. Parce que en tant qu'immigrant, on doit aller chercher une niche beaucoup plus grande si on veut avoir plus de revenus. Et l'erreur que je retrouve très souvent, c'est que quand les immigrants se lancent en entreprise ou créent une entreprise, leur clientèle ou leur niche est toujours africaine. Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix? Pour comprendre, exemple, un Camerounais viendrait ici partir à un restaurant spécialisé camerounais. Tout à fait. Est-ce que toi, tu irais manger? Et comment est-ce qu'il pourrait te convaincre à venir manger? Ben, écoute, pour répondre à ta première question, est-ce qu'il pourrait me convaincre? Oui, je suis végétarien, je suis une autre végétarienne. Moi, je reste dans le Vieux-Québec, il y a d'excellents restaurants marocains à côté de moi que j'adore. Ouais. Là, ce qui va être important, je présume qu'un un chef camerounais va vouloir faire connaître sa spécialité. Donc, ce qui va être unique, c'est une cuisine camerounaise. Donc, il y a plusieurs personnes qui recherchent une cuisine différente et il y a un gros avantage. Moi, si je me lance en cuisine camerounaise, même si je suis un très bon chef, je ne serai pas très crédible. Par contre, ce qui est différent, la cuisine va être la même, c'est le but, mais le marketing ne sera pas le même. Je ne suis jamais allé au Cameroun, mais je ne pense pas qu'on approche une clientèle québécoise de la même façon qu'on approche une clientèle... Tout d'accord avec toi. Très d'accord. Au Québec, la nourriture, un restaurant camerounais, c'est une spécialité. Tandis qu'au Cameroun, c'est la normalité. La normalité, oui. Donc, il suffit bien d'adapter le marketing. Et tu parlais, est-ce que quelqu'un va faire moins de revenus? Ce qui est important de focusser quand on a une entreprise, c'est pas les revenus, c'est le profit. Donc, si la personne fait moins de revenus, mais qui est capable de charger plus cher pour ses plats et que le profit est le même, je pense que moi, personnellement, je préfère avoir moins de clients qui m'amènent un plus grand revenu. Comme ça, je peux mieux m'occuper de mes clients, je peux mieux les servir, je peux augmenter la qualité. C'est deux modèles d'affaires, mais c'est bien de regarder les deux options. Puis ensuite, je ne suis pas un expert du commerce de détail, encore moins de la restauration. C'est vraiment une stratégie de dire, OK, je pense qu'au Québec, il y a un marché. Dans la province de Québec, si je prends Montréal, il y a énormément de restaurants. Les Québécois aiment manger dans les restaurants. Donc, il y a un marché. Il y a énormément de compétition aussi. Alors, comment on se différencie? Je pense que c'est pas juste la nourriture, c'est beaucoup l'expérience. Plus ça va, plus maintenant, c'est l'expérience qui vient avec la nourriture, que ce soit l'ambiance, la thématique, tout ce qui vient avec ça. Ouais. La présence sur les médias sociaux va y contribuer, va embarquer. Donc, il y a un positionnement, une nourriture qui serait pas chère, où là on vise la quantité, ce sera une approche différente. Mais c'est vraiment l'erreur que quelqu'un ferait, c'est de se lancer là-dedans et de dire, moi, je vais offrir puis je vais m'habituer. Non, ça vaut la peine de prendre un mois de préparation et de dire, regarde, je vais prendre un plan. Je vais en parler avec mes amis, même s'ils ne connaissent rien en affaires. Je vais leur demander de trouver des failles dans mon plan. Voici qui va être ma clientèle. Voici le profit que je veux. Et se fixer des objectifs. Combien de clients par mois je veux? Ou si on va se dire, moi, j'aimerais ça avoir 2000 $ de profit par mois. Ou 5000. Puis avoir une paye, avoir des employés où je vais tout faire moi-même. Bien, d'avoir ces objectifs-là à tous les mois, capable de dire, est-ce que je réussis ou pas mes objectifs? Combien de temps? Moi, j'ai été mentor des fois, puis ça me fait mal au cœur des fois de voir des gens qui n'ont pas de planification puis qui disent, je vais me lancer en affaires, ça va être automatique. Il n'y a pas personne demain matin qui va aller à ton restaurant s'il n'entend pas parler. Il faut se faire connaître, il faut passer du temps. Donc, Tout à fait. Mais je retiens quand même un truc intéressant que tu as dit là, l'approche en Afrique n'est pas l'approche ici et ça, les gens doivent le percevoir. C'est très important. Et pour finir, la dernière question. Vu vos nombreuses expériences en tant que chef d'entreprise, pouvez-vous nous donner la recette qui anime votre état d'esprit au quotidien et qui vous permet d'être toujours créatif et de vous surpasser dans le milieu professionnel? Belle question. La réponse courte, je parle pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, je fais pas une grosse différence entre ma vie personnelle et la vie professionnelle. Ils sont un peu les deux ensemble parce que je suis quelqu'un passionné dans ma vie personnelle, mais je suis aussi passionné par mon travail. Tu m'as vu, on a travaillé ensemble. Tout à fait. C'est pas tout qui est passionnant dans le travail. Il y a des côtés qui sont difficiles, qui sont durs, mais il y a tout le temps un aspect qui est passionnant et il faut être capable de voir à long terme. J'ai déjà fait l'analogie de l'entrepreneuriat, c'est un peu comme escalader une montagne où on n'atteint jamais vraiment le sommet.
Fait qu'il faut toujours avoir le sommet en tête parce que c'est là qu'on s'en va, mais il ne faut pas avoir l'attente d'y arriver la semaine prochaine et il faut se dire, on est toujours en escalade, il y a toujours un sommet, puis si on a un petit repli, il va en avoir un autre. Donc, il faut être bien là-dedans, il faut être bien. Donc, si une personne, la seule chose qu'il aime de faire de l'escalade, c'est atteindre le sommet, c'est pas l'idéal. Il faut que tu aimes le principe, tout ce qui vient. Et moi, ça me passionne de livrer un projet, de créer un produit, d'aider à créer une différence. Donc, c'est ça qui va m'animer. Fait que je pense que c'est essentiel. Donc, moi, dans mon cas, c'est ce qui me motive, mais il faut être capable, je l'ai appris à mes dépens, de faire une certaine distinction entre le personnel et le professionnel. C'est-à-dire que si on est passionné, il n'y a pas personne, il n'y a pas avantage à travailler éperdument 24 heures sur 24. Si demain matin, tu fais 15 vidéos YouTube par jour pendant 8 semaines parce que tu veux bâtir, tu vas mettre en péril ta santé exactement. Et ce qui va nuire à ton entreprise. Donc, il faut être capable de dire non, là, je vais prendre une pause, c'est congé, je vais penser à moi, je vais faire confiance à mes employés qui, eux, vont livrer, qui vont être capables de déléguer, qui n'est pas toujours facile, mais il faut se le faire pour se garder une certaine balance de vie personnelle et de vie professionnelle. Même si on adore ce qu'on fait, il faut être capable de prendre une certaine distance. Ben, écoute, Louis-Philippe, tu as répondu à toutes mes questions et puis on sent qu'il y a encore cette passion qui t'anime et surtout cette constance parce que tu as dit quelque chose tantôt, si on gravit les échelons, bien on gravit une montagne et que on est pressé d'arriver au sommet, alors là, toute la passion n'a plus raison d'être. Donc, effectivement, il va falloir être constant dans cette envie de toujours aller chercher le sommet et toujours le repousser pour toujours aller plus loin. Et franchement, je te remercie pour cet échange-là. Avec grand plaisir. Et pour finir, donc, nous étions en compagnie de Louis-Philippe Noël. Il nous partageait comme ça son expérience en tant que créateur d'entreprise. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien à vous abonner à la chaîne. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.